Dans le cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, à une époque où la terre rouge de la Haute-Volta portait encore les cicatrices de la colonisation, un enfant ouvrait les yeux sur un monde qui lui semblait déjà trop grand. Cet enfant s'appelait Thomas. Il ne savait pas encore que son nom résonnerait un jour au-delà des frontières, qu'il deviendrait symbole d'intégrité et d'espoir. Pour l'instant, il n'était qu'un garçon de 8 ans, pieds nus dans la poussière, les yeux levés vers un ciel vaste et indifférent. Le village de Yako s'éveillait lentement sous le soleil. Les coqs chantaient, les femmes portaient l'eau sur leur tête avec l'élégance des reines, et les hommes partaient aux champs. Thomas, lui, courait à travers les ruelles de terre battue, un bâton à la main, imaginant qu'il commandait une armée de justiciers invisibles. « Attendez-moi » criait-il à ses amis, Kader et Moussa, 2 garçons de son âge qui riaient déjà plus loin, à l'orée du village. « Plus vite, capitaine Thomas !» se moquait Moussa. « Si tu veux libérer le monde, commence par attraper tes chaussures. » Ils éclatèrent de rire. C'était un rire d'enfant, libre, pur. Mais au fond de ce rire se cachait déjà une vérité. Même à 8 ans, Thomas parlait souvent de « libérer » quelque chose. Le village, les enfants, parfois même l'Afrique entière. Personne ne savait vraiment d'où venait cette idée. Peut-être des histoires que lui racontait son père, un ancien combattant de l'armée coloniale qui avait connu la discipline et l'injustice. Peut-être des leçons de sa mère qui disait toujours « La dignité d'un homme ne se mendie pas, elle se cultive comme on cultive la terre. » Ce matin-là, les 3 garçons avaient rendez-vous près du grand baobab, l'arbre sacré du village. Là, un vieux griot nommé Ngolo racontait souvent des histoires aux enfants. Sa voix semblait venir d'un autre temps. « Approchez, petits héritiers de demain, dit Ngolo en les voyant. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un roi. Un roi qui n'avait ni trône ni couronne, mais dont le peuple était libre. » Thomas s'assit en silence, les yeux brillants. Les histoires de Ngolo étaient pour lui plus que des contes. Elles étaient des clés. Ce roi, continua le vieux griot, savait que pour gouverner un peuple, il fallait d'abord l'écouter. Il savait que la justice n'est pas une épée, mais une balance. Et il savait surtout que la force d'une nation ne réside pas dans ses armes, mais dans son unité. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans l'esprit de Thomas. Ce jour-là, il décida qu'il ne voulait pas être riche ni célèbre. Il voulait être utile. Il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais il sentait que c'était là son chemin. Quelques mois plus tard, Thomas entra à l'école coloniale de la mission catholique. Là, l'éducation se faisait en français, langue qu'il ne parlait presque pas encore. Les maîtres étaient sévères, parfois humiliants. Ils apprenaient aux enfants l'histoire de la France, mais presque jamais celle de l'Afrique. « La France vous a apporté la civilisation », répétait souvent M. Lambert, un instituteur à la moustache rigide. « Sans elle, vous seriez encore dans l'obscurité. » Thomas, assis au fond de la classe, serra les poings. Dans son cœur naissait une colère silencieuse, pas contre Lambert, mais contre ce monde où l'on osait dire à des enfants qu'ils n'étaient rien sans leur colonisateur. Un jour, après la classe, il demanda « Monsieur, pourquoi ne nous enseignez-vous pas l'histoire de nos ancêtres ?» Lambert le fixa, surpris. « Parce que ce n'est pas important, Thomas. Ce qui compte, c'est votre avenir dans la République. » Mais comment peut-on connaître l'avenir si on ignore d'où l'on vient? Lambert resta sans voix. Ce fut la première fois que Thomas sentit
qu'il pouvait remettre en question ce qu'on lui présentait comme une vérité. À la maison, la vie n'était pas facile. Sa famille n'était pas riche, et souvent les repas étaient simples. Mais il y avait toujours deux choses qu'on partageait, l'amour et la parole. Son père, malgré sa dureté, parlait souvent de discipline, d'honneur et de loyauté. Sa mère, elle, enseignait la compassion et la solidarité. « Un homme n'est jamais trop pauvre pour donner un sourire », disait-elle. « Et un peuple n'est jamais trop faible pour se lever. » Une nuit, pendant la saison des pluies, Thomas entendit des cris dehors. Une famille voisine avait perdu sa maison, emportée par l'orage. Sans hésiter, il aida son père à les accueillir chez eux. Pendant plusieurs jours, ils partagèrent leur nourriture et leur matelas. « Pourquoi faisons-nous ça, papa ?» demanda Thomas. « Parce que la dignité d'un homme se mesure à sa capacité d'aider ceux qui n'ont rien. » Ces mots s'imprimèrent dans son cœur comme une devise. Il comprit ce soir-là que la justice ne se décrète pas. Elle se vit. Les années passèrent. À 12 ans, Thomas devint l'un des meilleurs élèves de l'école. Il posait des questions, discutait avec les professeurs et refusait d'accepter des réponses toutes faites. On disait de lui qu'il était trop curieux, parfois même insolent. Mais au fond, il ne cherchait pas à défier l'autorité. Il cherchait la vérité. Un jour, un nouvel élève arriva. Un garçon timide, aux pantalons troués, dont tout le monde se moqua d'emblée. Sauf Thomas. « Viens t'asseoir à côté de moi », dit-il simplement. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda le garçon, méfiant. « Parce que personne ne devrait se sentir seul. » C'est ce jour-là que Thomas découvrit la solidarité, non pas comme un mot dans un livre, mais comme un acte qui change les cœurs. Ce garçon devint son ami le plus fidèle. À 14 ans, un événement marqua un tournant décisif dans sa jeune vie. Lors d'une cérémonie coloniale, on demanda aux élèves de chanter l'hymne français et de saluer le drapeau tricolore. Thomas refusa. « Pourquoi refuses-tu d'honorer ce drapeau ?» gronda le directeur. « Parce que mon cœur bat pour cette terre, pas pour celle d'un autre pays. » Il fut puni sévèrement, mais quelque chose s'était éveillé en lui. L'autonomie. L'idée qu'un peuple doit tracer son propre chemin, écrire sa propre histoire, choisir ses propres symboles. Ainsi grandissait Thomas, fils d'Afrique, tissé de révolte et de tendresse, forgé par la dureté du monde et adouci par l'amour de sa famille. Chaque épreuve, chaque injustice, chaque sourire partagé devenait une pierre dans l'édifice invisible qu'il construisait au fond de lui-même. Il ne savait pas encore que ce qu'il bâtissait, c'était bien plus qu'un rêve d'enfant. C'était une vision. Celle d'un monde où la dignité n'est pas un privilège, mais un droit. Où la justice ne se marchande pas, mais se pratique. Où la solidarité n'est pas une faiblesse, mais une force. Et au milieu de ce monde imparfait, un jeune garçon continuait d'avancer, les yeux tournés vers un horizon qu'il ne voyait pas encore, mais qu'il savait devoir atteindre. L'enfant au rêve d'unité et de justice n'était plus tout à fait un enfant. À 14 ans, Thomas avançait sur le fil fragile qui sépare l'innocence de la lucidité. Il découvrait que le monde n'était pas seulement injuste, il était complexe. Et cette complexité, il voulait l'apprivoiser, la comprendre, puis la transformer. Depuis quelque temps, il passait de longues heures à lire les rares livres que possédait l'école. Récits historiques, biographies de héros africains, textes politiques oubliés dans les archives poussiéreuses. Il dévorait tout. Mais ce qu'il cherchait n'était pas simplement de la connaissance. Il cherchait des réponses. Pourquoi les riches deviennent-ils toujours plus riches?
et les pauvres toujours plus pauvres ?» demanda-t-il un jour à Ngolo, le vieux griot. « Parce que le monde a oublié que nous étions frères, » répondit celui-ci en caressant sa barbe blanche. « Et qu'un frère qui mange seul n'aura bientôt plus personne pour l'aider quand il aura faim. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Thomas comme une vérité simple, mais implacable. Il comprit que la justice n'était pas seulement une affaire de loi ou de tribunaux. C'était une question de fraternité, de partage, d'humanité. À l'école, Thomas commençait à se faire remarquer, pas seulement pour ses résultats brillants, mais pour sa capacité à faire réfléchir les autres. Un jour, alors que la classe débattait sur l'avenir du pays, il prit la parole. « Et si nous arrêtions d'attendre que d'autres viennent nous sauver ?» lança-t-il. « Et si c'était à nous d'apprendre à nous nourrir, à nous éduquer, à nous soigner ?» « Facile à dire, » répliqua un camarade. « Comment veux-tu faire ça sans argent, sans route, sans soutien ? En commençant par nous-mêmes, en apprenant à compter sur nos propres mains. » Un silence suivit ces paroles. Même M. Lambert, son professeur autrefois si méprisant, resta pensif. Thomas avait cette manière de parler qui transformait des idées abstraites en évidences simples. Ce fut la première fois qu'il entendit murmurer dans la cour « Un jour, Thomas sera un leader. » Mais tout leader naît d'épreuves. Et celle qui allait marquer Thomas arriva un soir d'hivernage. Alors qu'il rentrait de l'école, il trouva sa mère assise devant la maison, le visage grave. Son père avait été humilié publiquement par un administrateur colonial pour avoir réclamé un salaire qu'on lui devait. On l'avait traité de « petit soldat indigène ». On l'avait poussé dans la boue. Thomas sentit une colère brûlante monter en lui. « Comment peuvent-ils oser faire ça à papa ?»« Parce que, mon fils, ils croient que nous ne valons rien, » répondit sa mère. « Alors, je leur prouverai qu'ils ont tort. Je leur montrerai que notre valeur ne dépend pas de leur regard. » Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il resta dehors, à regarder le ciel étoilé. Il se fit une promesse silencieuse. Plus jamais son peuple ne plierait l'échine. À 15 ans, il fut sélectionné pour intégrer une école militaire préparatoire. Beaucoup y virent une chance. Lui y vit une mission. L'institution était rude. Discipline stricte, punition sévère, hiérarchie implacable. Mais au lieu de l'écraser, elle affûta son caractère. Il apprit la rigueur, la stratégie, le respect de l'ordre. Mais surtout, il apprit que le courage ne réside pas dans la force du poing, mais dans la force des convictions. Dans les dortoirs, il se lia d'amitié avec d'autres jeunes issus de milieux modestes. Ensemble, ils parlaient des injustices, rêvaient de révolutions silencieuses, de sociétés nouvelles. « Tu crois vraiment qu'on peut changer les choses ?» demandait souvent son ami Joseph. « Oui », répondait Thomas sans hésiter. « Pas d'un coup. Pas par la violence, mais par l'exemple et par la conscience. » Ce fut aussi là qu'il découvrit une autre leçon essentielle, l'autonomie collective. Lors d'un exercice, leur unité devait construire un abri sans aucune ressource extérieure. Beaucoup se découragèrent. Pas Thomas. Il organisa le groupe, répartit les tâches, motiva chacun. Le résultat fut si solide que les instructeurs eux-mêmes furent impressionnés. « Vous n'aviez rien, et pourtant vous avez bâti quelque chose, » dit le commandant. « Parce que nous avons appris à compter sur nous-mêmes, » répondit Thomas. Pendant les vacances, il revenait souvent à Yako. Et chaque fois, il voyait les mêmes scènes. Des paysans travaillant sans outils modernes, des enfants privés d'école, des mères portant de lourds fardeaux.
Mais il voyait aussi leur courage, leur dignité, leur solidarité spontanée. « Pourquoi ne se plaignent-ils pas ?» demanda-t-il un jour à sa mère. « Parce qu'ils n'ont jamais appris à se plaindre, » répondit-elle. « Ils ont appris à se battre. » Ces mots résonnèrent encore longtemps. Il comprit que la révolution qu'il rêvait ne devait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur même de son peuple. À 16 ans, un événement bouleversa encore plus profondément sa vision du monde. Une famine frappa une région voisine. Des villages entiers manquaient de nourriture. Le gouvernement colonial distribua de l'aide, mais uniquement aux villages qui juraient fidélité. Thomas, indigné, décida d'agir. Avec quelques camarades, il organisa une collecte de vivres dans son école militaire. Ils marchèrent plusieurs kilomètres pour apporter eux-mêmes la nourriture aux familles délaissées. Quand une vieille femme prit ses mains dans les siennes, les larmes aux yeux, et lui dit « Tu nous as donné plus qu'un repas. Tu nous as rendu notre dignité. » Thomas sentit quelque chose changer en lui. Ce jour-là, il comprit ce que signifiait vraiment servir son peuple. Mais tous ne voyaient pas d'un bon œil cette conscience grandissante. Certains officiers, proches du pouvoir colonial, l'accusaient d'être trop idéaliste, trop rebelle. « Tu parles comme si le monde pouvait changer, Thomas, mais le monde est ce qu'il est. » « Non, mon commandant, » répondit-il calmement. « Le monde est ce que les hommes décident qu'il soit. » Ces paroles lui valurent des ennuis. Il fut plusieurs fois sanctionné, rétrogradé. Mais jamais il ne renonça. Chaque punition renforçait sa détermination. La jeunesse de Thomas n'était pas une suite d'événements spectaculaires. C'était une lente éclosion. Chaque humiliation, chaque injustice, chaque sourire d'enfant affamé, chaque main tendue forgeait en silence l'homme qu'il allait devenir. Il n'était plus simplement un rêveur aux yeux brillants. Il devenait un témoin, un penseur, un bâtisseur d'avenir. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur les collines de Yako, il confia à son ami Joseph. « Tu sais, parfois, je me demande si nous y arriverons. » « À faire quoi ? » ?»« À libérer les esprits, pas seulement les corps. » Joseph sourit et dit « Tu as déjà commencé. Chaque fois que tu parles, tu plantes une graine. Elle poussera, même si tu n'es plus là pour la voir fleurir. » Thomas resta silencieux, les yeux perdus dans l'horizon rougeoyant. Il comprit alors que son rôle n'était peut-être pas de tout accomplir, mais d'ouvrir la voie. À la fin de ses années d'école militaire préparatoire, il n'était plus le garçon timide qui questionnait ses professeurs. Il était devenu un jeune homme sûr de ses convictions, profondément attaché à son peuple, prêt à consacrer sa vie à une cause plus grande que lui. Il savait que la route serait longue, semée d'obstacles et de trahisons, mais il savait aussi que son cœur était déjà engagé. Et ce cœur, forgé par l'amour de sa mère, la dignité de son père, les contes de Ningolo et les sourires des enfants du village, ne reculerait jamais. À l'aube de ses 17 ans, Thomas n'avait pas encore changé le monde, mais le monde, déjà, avait commencé à changer en lui. L'enfant avait grandi, le jeune homme avait appris, et maintenant, l'élève allait devoir agir. C'est dans l'action que la sagesse trouve sa vraie valeur, car les idées, sans courage pour les porter, restent des rêves. Thomas avait maintenant 17 ans. Ses études militaires touchaient à leur fin, et bientôt il serait envoyé en mission dans différentes régions du pays. Là, il verrait de ses propres yeux les plaies profondes laissées par la colonisation et l'indifférence des puissants. Il ne le savait pas encore,
mais chacune de ces missions serait pour lui une épreuve et une leçon. Cette histoire est inspirée de la vie de Thomas Sankara. Il reste l'un des dirigeants africains les plus admirés du XXe siècle. Son passage au pouvoir, bien que bref, a prouvé qu'un autre modèle de gouvernance était possible. Un modèle basé sur la dignité, l'autonomie, la justice et la solidarité. Mais plus important encore que les réformes, il avait allumé un feu dans le cœur de millions d'Africains, celui de la dignité et de la confiance. Et même après sa mort tragique, ce feu ne s'est jamais éteint. L'histoire de Thomas Sankara n'est pas celle d'un héros tombé du ciel. C'est celle d'un enfant qui a écouté les histoires des anciens, d'un adolescent qui a refusé l'injustice, d'un jeune homme qui a appris à aimer son peuple plus que lui-même. C'est l'histoire d'une graine plantée dans la poussière, devenue un arbre sous lequel l'Afrique continue de rêver. Ce ne sont pas les armes qui changent le monde, mais les idées portées avec amour. Ce ne sont pas les titres qui font les leaders, mais le courage de servir. Et ce ne sont pas les héros qui bâtissent l'avenir, mais les enfants qui osent croire que leur peuple mérite mieux. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.